Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Salim Laibi, plus connu sous le pseudonyme Le Libre Penseur, ou LLP, en substance, fait partie de cet aréopage d'intellectuels français, ou qui vivent en France, qui ont réussi un tant soit peu à créer une sorte d'espace parallèle d'expression politique et sociétale, si je peux dire. Des intellectuels rebelles à l'ordre établi, autant d'électrons libres, même s'ils ne parviennent pas à agir de concert, malheureusement. Le docteur Salim Laibi, chirurgien dentiste, écrivain, éditeur, conférencier, est aujourd'hui avec nous. Il va inaugurer une série d'interviews que nous allons demander à des personnalités d'horizons divers. Salim Laibi, qui possède sa propre maison d'édition, a publié son premier livre, La faillite du monde moderne, fin 2012. Un ouvrage qui a eu beaucoup de succès et qui en est aujourd'hui à sa 4e édition. Un autre livre, la radio de musique urbaine Skyrock, La dérive Skyrock, et d'autres livres sur des thèmes divers. Mais le dernier, celui-là, je vais vous le présenter. Le mythomane, la face cachée d'Alain Soral, est en train de provoquer une véritable clameur dans les milieux de l'alter info, que certains qualifient de milieu dissident français. Une dissidence pas seulement politique, il faut bien le préciser. Salim, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce livre qui vous a valu un procès retentissant, je crois. Skyrock. Nous ne l'avons pas ici. Le livre Skyrock qui vous a valu un procès retentissant. En fait, de quoi il s'agit? C'est un livre très court, enfin très simple, concernant le patron de la chaîne de hip-hop, de musique urbaine Skyrock, qui s'appelle Pierre Bélanger, et que j'avais réalisé une petite vidéo à son sujet concernant ses dérives, parce qu'en fait il a été condamné en justice, hein, il a fait appel, il a perdu, enfin bref, il a été condamné pour corruption de mineurs. Puisque bon, il avait une petite secte qui s'appelait Alcyon et il avait des pratiques purement satanistes. Pour l'anecdote, par exemple, j'ai été en contact avec sa victime, pauvre victime, et enfin vraiment, c'est une vraie secte qui détruit les gens. Hein. Ben, il faisait des bains de sang de cochon, etc. Enfin, c'est quand même des pratiques assez curieuses. Bon, ça lui a pas plu que je fasse une vidéo sur lui. Il m'a attaqué en justice. Bon, j'ai gagné le procès grâce à mon avocat. Et puis après, juste après, j'ai fait ce livre pour expliquer aux gens qui est derrière la radio Skyrock. Bon, la radio Skyrock, c'est quand même la première radio de musique hip-hop, rap, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent. Et après, on se pose une question toute bête, c'est pourquoi ces gens-là diffusent une musique aussi abjecte, avec des clips pornographiques, où il y a la promotion de l'alcool, de la violence, des armes, etc., et que c'est financé par le contribuable, qu'il y a les politiques qui viennent soutenir tout ça, c'est un ami très proche du pouvoir. Vous vous rendez compte que le patron de Skyrock, son directeur comment on appelle ça, d'information là, c'est un député, c'est Malek Bouti. C'est-à-dire, c'est des gens ultra puissants. C'est-à-dire, le gars qui s'occupe des médias, l'attaché de presse de Pierre Bélanger, c'est Malek Bouti, un député de la République. C'est-à-dire, ces gens-là, ils se payent comme attachés de presse des députés. À un moment donné, fallait que ça se sache. Mais est-ce que ce n'est pas subjectif de considérer que cette musique est abjecte, comme vous venez de le dire, à partir du moment où elle plaît à certaines couches de la population, qu'elle a une audience auprès des jeunes, pourquoi dire d'elle qu'elle est abjecte? Est-ce que ce n'est pas assez excessif? Il suffit d'écouter les paroles, hein. C'est de l'apologie du satanisme, de l'alcool, de la violence, des armes à feu. On prend des bouteilles, des magnums de champagne, on les verse sur des femmes nues. Si c'est ça le projet sociétal, d'accord, hein, il n'y a pas de problème, on signe. Hein. Si c'est ça le projet que vous voulez donner quand on voit les clips de Nicki Minaj ou je ne sais quel autre dégénéré à Merlock, parce que tout ça vient des États-Unis d'Amérique, hein, ils sont tous à plat ventre devant le modèle américain, qui est un modèle mourant, moribond, mortifère.
je crois que c'est fini. Enfin, le projet, enfin, on le voit, il suffit de voir ce qui se passe. Si le projet, c'est de se balader en slip, en culotte pour faire un clip, moi, je suis pas venu, je pense pas être sur Terre pour ça. C'est pas ça le projet de l'humanité. Hein. Je pense pas, sincèrement. C'est pourtant ce qui se passe en ce moment, malheureusement, c'est une tendance. On fait par exemple de la publicité d'une voiture qui n'a rien à voir avec le nu. On montre une femme nue, par exemple. Ben oui. Mais c'est en fait une tendance, il y a des millions de gens qui apprécient. Parce que tout simplement, les publicitaires, ils savent très bien que ce qui attire la force la plus puissante chez l'homme, c'est sa sexualité. C'est la chose la plus puissante. C'est pour ça qu'il se lève le matin, qu'il va travailler. C'est pour ça tout le fric, etc. Enfin, ils le savent tout ça. Et du coup, ils rabaissent l'être humain à ses plus vils instincts. Voilà, c'est quand même assez grossier comme stratagème, mais c'est ce qui se passe. La moindre des choses, c'est de le dénoncer, et n'importe quel esprit sain le comprend. Mais il faut reconnaître c'est grossier quand même. Il faut reconnaître par ailleurs que ça marche. Ah, ça, bien sûr que ça marche. Ouais. Ça marche tout. Un bonteur au marché, il marche. Oui. Tout le monde veut savoir où est la boule. C'est les faiblesses de l'être humain. Oui. Tout le monde veut savoir où est la boule, même sans miser. Pourtant, on sait que le bonteur, il a une balafre qui lui traverse le visage, c'est un voyou, il arnaque tout le monde, il y a quelqu'un qui travaille avec lui qui le fait gagner pour faire croire aux gens qu'on peut gagner. On le sait tout ça. Mais on a cette petite faiblesse. Et il y a des gens qui connaissent tous ces petits trucs, toutes ces petites ficelles, et ça fonctionne très très bien. Par contre, la question intéressante à poser, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant que les chanteuses sont en culotte, c'est quoi la prochaine étape? C'est intéressant, parce qu'on va où là? Oui, forcément, parce qu'à un certain moment, ça va finir par lasser. Donc il faut trouver quelque chose de plus tentant. Ça va être encore plus vulgaire, de plus provocant, grossier, de plus extra limite. Venons-en à votre dernier livre qui vient de sortir, qui est en train de casser la baraque aussi, sur les réseaux sociaux, dont tout le monde parle, que je présente. Le mythomane, la face cachée d'Alain Soral. Moi, la première question que je suis tenté de vous poser. À un certain moment, Alain Soral, vous étiez, il semblait que vous faisiez front ensemble, que vous travailliez ensemble, vous avez animé des conférences, vous étiez un peu dans le même bain, si je peux dire, de l'alter-info, de cette autre façon d'informer et de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Alain Soral, personnellement, c'est ni mon ami, ni j'ai fait des conférences. J'ai fait une conférence avec lui, j'en l'ai invité à Marseille, c'est tout. Ensuite, il était venu donc pour les élections législatives pour faire un coup médiatique avec Dieudonné. Mais c'est tout. Autrement, c'est un type qui a voulu, c'est un grossier personnage qui a voulu, par une stratégie très curieuse qu'on a découvert après, hein, parce que moi je ne le savais pas au début, hein, parce que toute cette stratégie, elle vient du Front National, d'un certain Philippe Péninck, qui le finançait hein, mensuellement, qui lui donnait une enveloppe, etc. Tout est dans le livre. Hein. Il y a 200 notes de bas de page dans ce livre. Tout est vérifiable, prouvable par des livres, des faits, des interviews, des témoignages de personnalités qui ont connu tous ces gens-là et qui témoignent. Donc il n'y a rien à cacher, il y a rien. Ce livre est inattaquable, judiciairement parlant. Donc, et il a voulu faire un monopole à la Coca-Cola, vraiment, hein, un monopole. Et il s'est dit, je suis le chef il s'est autoproclamé chef. Sauf que sa façon de travailler est... Le chef de qui? On ne sait pas, il s'est autoproclamé chef. Le chef de cette mouvance qui s'exprime librement. Voilà. Alors que bon, moi j'ai fait des conférences avec, je sais pas, une centaine de personnalités qu'on a invitées sur Marseille, sur Paris, etc. J'ai commencé à faire mon travail d'information bien avant qu'il ne se réveille à la réalité du complot et de la politique mondiale, puisqu'en 2004, sa sœur le rebelle, dans son livre Frangin, il a fait une tentative d'initiation à la franc-maçonnerie. Et là, aujourd'hui, il nous dit qu'il a inventé la dissidence il y a 10 ans. C'est quand même assez pathétique, assez risible. Bon, ça va beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'il a des pratiques extrêmement pernicieuses. En fait, il fait exactement, c'est ça qui est grave, hein, il fait exactement ce qu'il reproche à ce qu'il appelle l'Empire. Je m'explique en 2 mots. Il censure les gens. Il les boycotte. Il les menace. Il les menace de mort. Hein. Personnellement, j'ai reçu quand même des menaces de mort, de ses sbires. Le harcèlement. Ce n'est pas lui. Si vous dites ses sbires, qui prouve que c'est lui qui les a surmontés. Ben, j'ai des preuves. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. On a des preuves il suffit de voir la dernière interview que j'ai réalisée avec Mathias Cardet, vous comprendrez beaucoup de choses, puisqu'il explique que s'il devait révéler des choses, Alain Soral prendrait entre 5 et 10 ans de prison et 15 ans de prison. Donc on est vraiment dans du très lourd. Hein. En droit français, 15 ans de prison, c'est carrément le meurtre. Hein. Bon.
On laissera Soral s'expliquer là-dessus. Mais bon, la situation, elle est quand même compliquée. Dans une de ces conférences, il y a un type qui m'a menacé de mort. J'ai un témoin là-dessus. Enfin bon, bref, ce sont ses pratiques à lui. Il n'est pas dangereux, hein, c'est un petit rigolo, c'est un pleutre, on le sait. Il s'est créé un monde tout seul. Mais bon, ce qu'il a fait de très grave dans cette affaire, c'est qu'il a décrédibilisé totalement un travail que l'on a effectué. Hein. Enfin, je vous le dis et le répète, moi j'ai fait à peu près 700-800 vidéos qui ont été vues des dizaines de millions de fois sur Internet. C'est un travail sérieux, méticuleux. J'ai fait un bouquin, La faillite du monde moderne. Encore une fois, c'est toujours pareil. 1 200 000 signes, 520 notes de bas de page. C'est sourcé, c'est crédité, tout est là, c'est inattaquable. Je n'ai reçu aucun procès pour aucun de mes livres. Pourtant, les informations sont extrêmement graves. Et lui, il arrive à presque 60 ans, il envoie des textos, ou plutôt des sextos d'images nues. C'est que des scandales sur scandales. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Moi, de toute façon, je ne veux pas que les gens croient que j'ai affaire à cette engeance, parce que là, on est vraiment on est dans le pathétique. Mais je dirais, pour finir sur cette histoire et sur ce livre, le plus grand danger d'Alain Soral, c'est vraiment, parce qu'il faut parler du fond, c'est de mélanger, mais vraiment d'une manière assez extraordinaire, avec un culot extraordinaire, de mélanger, par exemple, à un moment donné, ils ont réédité 2 livres. Un de Kropotkin, un révolutionnaire bolchevique, bref, internationaliste, tout ce que vous voudrez, et Monseigneur de Lassus, le plus grand... un des plus grands écrivains sur la conjuration contre l'Église. Enfin, c'est antinomique, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas mélanger et Robespierre et le Christ, alayhi salam. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Intellectuellement, c'est carton rouge. C'est comme si vous vouliez jouer au foot avec les mains. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il a mélangé tout ça à un moment donné. Par exemple, Rousseau et ses sottises. Il faut savoir qui est Rousseau. Rousseau est un très médiocre personnage. Et c'est toujours exactement la même chose. Il prend Quand vous dites Rousseau est un très médiocre personnage, vous ne pensez pas que c'est un peu excessif, pour le moins? Ben, on va en parler si vous voulez. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je trouve que c'est quand même un peu osé. Non, c'est pas osé, c'est la vérité. Il vivait en ménage à 3 avec Madame de Varens. Oui, mais... Il a été impliqué dans des larcins. Il a abandonné ses 5 enfants avec une dame à Paris, à l'assistance publique. Moi, je refuse qu'un type de cette engeance me dicte comment le contrat social, comment la vie sociale puisse se faire. Ce n'est pas possible. Intellectuellement, le type, il fait 5 gosses à une Parisienne, il les abandonne à l'assistance publique. Bon, merci, au revoir, c'est du hors-jeu là encore. Il a une œuvre reconnue universellement. Ah, pas du tout, comme Karl Marx. Non, pas du tout. Tout ça, c'est une fumisterie. Lui-même, Rousseau ne croyait pas à ce qu'il écrivait. Quand il parlait du législateur avec un grand L, Guillemin en parle très bien dans une de ses vidéos, c'est nul, ça marche pas. C'est comme Darwin, c'est comme Freud. Tout ceci sont les grandes supercheries des 2 siècles derniers. C'est vraiment de très grandes supercheries. J'en parle beaucoup dans le livre. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Et j'en viens donc à ce livre qui a eu beaucoup de succès, qui en est à sa 4e édition, je crois. Tout à fait. La faillite du monde moderne, et sous-titre très intéressant, aux premières loges d'un chaos planifié. Et j'imagine que les loges veulent dire ce que ça veut dire. Tout à fait. C'est un petit clin d'œil. Voilà. Alors, dites-moi, de quoi est-il question? En fait, je n'ai pas eu malheureusement le temps de le lire. Vous me l'avez fait envoyer, mais je ne l'ai pas reçu, soit dit en passant. Et donc, dites-moi, il a été édité en 2012. Fin 2012, oui. Voilà. Il parle surtout de la franc-maçonnerie, entre autres, de la politique, de la crise économique, de ce gros problème de Big Pharma. Si vous pouviez nous en dire quelques mots avant de rentrer dans les détails et les thèmes qui sont abordés. En fait, ce livre est une synthèse. C'est une synthèse de 6 ans de travail. J'ai mis 2 ans pour l'écrire. De 6 ans pour essayer de comprendre pourquoi tout ce que l'on vit au quotidien correspond absolument pas à ce que nous en disent les médias. Hein, y a quelque chose...
il y a un malaise. Tout le monde le ressent, tout le monde. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur, par exemple, ma façon de faire les choses, de parler, de décrire les choses, ils sont au moins d'accord sur ce malaise existentiel, ce malaise intellectuel que l'on vit. La médiocrité ambiante, la promotion, tout le temps des médiocres. Hein. Vous prenez le pire de nous tous, ils le mettent au poste qu'il faut, ils lui donnent les moyens, la crédibilité, etc. Ils le transforment en génie. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc, je me suis réveillé à cette réalité après le complot du 11 septembre. Là encore, on va dire, on ne veut pas savoir qui l'a fait. Est-ce que ce sont les barbus islamistes d'Al-Qaïda? Est-ce que ce sont le Mossad? Est-ce que c'est la CIA, les États-Unis d'Amérique, comme ils l'ont très souvent fait? Parce que, encore une fois, vous savez, c'est toujours pareil. Quand on commence à étudier un sujet, on se dit, ouh là, j'ai levé un lièvre. Oh là là, qu'est-ce que j'ai découvert? On commence, on prend 3-4 livres et on voit qu'en fait, ce n'est que la 78e fois qu'ils le font. Mais vraiment, oui. C'est valable pour les médicaments, les scandales maçonniques, les scandales politiques. C'est tout le temps la même chose. Subhanallah. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes médiocre. C'est vous qui êtes à côté de la plaque, vous ne lisez pas, vous ne vous renseignez pas, vous êtes assailli par le quotidien. La famille, le travail, la santé, les embouteillages, les problèmes administratifs en les France. Factures, extraordinaire. La publicité. En France, c'est extraordinaire. En France, le pire ennemi, la plus grande cause de maladie, je pense, en France, c'est la boîte aux lettres, avec les courriers de l'État, le fisc, les impôts, les amendes, etc. Et je pense qu'il est évident qu'ils le font exprès. Donc, ils le savent. Hein. On n'arrête pas les brigands, on fait du routier un délinquant. C'est-à-dire parce que le type, il a grillé un feu rouge, ça devient un grand criminel, alors que le dealer de drogue, on le laisse faire. Quand même, il y a quelque chose de très curieux là-dedans. Bon. Donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites qu'il y a quelque chose vraiment de malsain. Qu'est-ce qui se passe? Et vous commencez à faire des recherches. Et petit à petit, vous vous rendez compte que tout est lié. Tout est lié. Et en fait, la chose la plus importante, comme le disait le docteur André Gernez, c'est de sortir de l'analyse pour faire de la synthèse. Il faut relier les points entre eux pour avoir le schéma global. Sinon, on s'y perd. Et d'ailleurs, une des stratégies de subversion du système, c'est justement de noyer le poisson, d'en faire trop, d'en faire plein. C'est comme les câbles Wikileaks. On vous dit c'est extraordinaire et tout, les informe. Qui va aller lire 200 000 câbles? Vous me rappelez un mot, quelqu'un qui avait dit on dit souvent trop d'impôts tue l'impôt, mais en fait, trop de scandales tue le scandale. Ben, complètement. Et tue l'intérêt pour le scandale. bien sûr. Ça se banalise, ça se routinise. Exactement. Oui. D'ailleurs, je vais vous dire un truc tout bête. Hein. D'ailleurs, on attire les gens vers le bas. Par exemple, pour Alain Soral, quand on dit oui, regardez, il a acheté une moto à 80 000 € avec les dons des gens, c'est quand même scandaleux. Ça se dit dissident et ça roule sur une moto à 80 000 €, c'est le prix d'un appart. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les sectateurs du gourou? Ils disent oui, mais Sarkozy, il a volé des millions d'euros. Mais c'est pas un argument, ça. Il tire tout le monde vers le bas. Il y a tellement de scandales, il y a tellement de honte et d'abjection que c'est comme si, pour reprendre un exemple londonien, c'est comme si, je ne sais pas, Jacques Dutroux, le violeur belge, comme ligne de défense, dirait oui, mais attendez. Rectification, c'est pas Jacques Dutroux, mais bien Marc Dutroux. Il est français et en plus marseillais. Nous reprenons. Jimmy Savile a violé 500 gosses pendant 40 ans avec la complicité de tout le monde. Ouais, mais c'est pas un argument, ça, moi. Relativiser. C'est pas un argument. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un peu plus de morale, c'est mettre un peu plus de dignité, c'est rendre de la dignité aux hommes. Quand vous voyez, par exemple, pour parler de Big Pharma, 2 mots. Quand vous voyez non, allez-y, puisque ça fait partie. C'est un des thèmes que nous allons aborder. Un gros thème. Oui, allez-y. Très gros thème. Oui. Quand vous voyez, Big Pharma, c'est le sujet. C'est mon métier en plus, c'est mon domaine. C'est le sujet qui va concentrer toutes les folies de l'ère moderne. Toutes les folies de l'ère moderne. D'abord, qu'est-ce que Big Pharma? Big Pharma, c'est. Je crois que c'est 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. C'est une multinationale? C'est toutes ces multinationales. C'est AstraZeneca, GSK, Sanofi Pasteur, Pfizer, Servier, un des leaders mondiaux. Qui sont dans une sorte de nébuleuse
à laquelle on a donné le nom de Big Pharma. Exactement. D'accord. C'est comme Big Tobacco et ses millions de morts, etc. D'accord. Et ces gens-là, pour résumer, hein, ils tuent, ils falsifient les études pour avoir les AMM. On l'a vu par exemple pour les statines, pour le cholestérol. C'est un peu la même démarche que Monsanto Pareil, par ailleurs. c'est la même équipe, c'est exactement les mêmes. D'accord. Ils falsifient tout, ils tuent des gens, on les attrape, ils sont jugés, vous avez tué des gens, c'est bon, 1, 2, 3, 5 000 en Italie, 3 000 en France, pour le Mediator par exemple, 5 000 par-ci, vous avez tué des gens, vous êtes des criminels, des assassins. Bon, comment on fait ? Eh bien écoutez, on va vous donner 2 milliards de dollars, c'est bon, il n'y aura pas de poursuite. Ils payent 2 milliards de dollars de je ne sais quoi. Enfin, moi je ne savais pas que tuer se payait par du fric. J'ai pas trop compris. Ça, c'est vraiment, ça me dépasse totalement. C'est-à-dire l'ère moderne a tellement désacralisé l'humain que l'âme humaine, déjà qu'elle n'est pas... Enfin, tuer quelqu'un en France, vous savez, ça ne vaut pas très cher. Hein. Vous faites 7 ans de prison, 8 ans maximum. Hein. Pas plus. Hein. Faites des faux billets, vous prenez perpète. Braquez une banque avec une arme factice, vous prenez 15 ans. Tuer un être humain, mangez-le, ce que vous voulez, vous allez prendre 7-8 ans maximum. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire avec les réductions de peine, Les etc. réductions de peine, le bon comportement, etc. Mais faites des faux billets dans votre cas, vous allez voir s'il y aura des réductions de peine. Il n'y a pas de réduction de peine pour faux billets, c'est 30 ans direct. Donc l'argent est plus précieux que l'âme humaine. Voilà le résultat mammonique de cette modernité. Ça, c'est clair. Tout le monde peut le voir. Toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un scandale de Mais à quoi médicaments. cela est-il dû? Est-ce la faute seulement de ceux qui sont derrière ce genre d'entreprise, ce genre j'allais dire, de comportement, d'attitude mortifère, ou est-ce l'humanité en elle-même, les populations qui se laissent faire, qui sont dans une logique moutonnière, qui suivent le troupeau? Il y a toujours un peu de tout. C'est jamais une seule cause. Bon, la procédure, elle est simple. Il y a le législateur qui a légiféré. Oui. Hein? Si Et la le législateur, possibilité... est-ce qu'il est désigné par le peuple, par les bien populations, sûr que non. ou est-ce que c'est l'argent Que qu'il a non. mis là où il est? Ben non, le législateur, c'est la magouille maçonnique, la magouille du fric. Moi, j'ai fait une élection législative à Marseille, j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. C'est limité, par exemple, dans ma circonscription, à 73 000 € pour cette élection. Les gars au black, ils dépensent 300, 400 000, 500 000 €. Bon, faut être sérieux. C'est celui qui a le plus d'argent qui gagne, hein. C'est comme ça. Parce que c'est de la propagande. On est dans la propagande la plus imbécile, si vous permettez. C'est un truc de bas niveau. C'est le quantitatif. Voilà. C'est pas du tout le qualitatif. Après, bon, ils ont des discours, ils parlent bien, ils disent, ils brossent les gens. Mais il y a quand même des débats au niveau de ce législatif, de ce pouvoir législatif. Il y a des débats qui sont dans votre sens, qui sont en train de dénoncer justement la même mise de ce genre de firmes pharmaceutiques. Pas du tout. Le résultat. Moi, ce que vous dites ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le résultat sur le terrain. Est-ce que Servier a été emprisonné? Non. Il est mort tranquillement dans son lit, son hôtel particulier à Neuilly. Ce type, il a tué des gens avec l'isoméride. Ils ont transformé l'isoméride, le Fenfluorex, en Mediator, c'est-à-dire Benfluorex. Ils ont encore vendu ça 30 ans, ils ont tué d'autres personnes. Servier, je suis désolé, il a été commandant de la Légion d'honneur, c'est le plus haut degré, donné par Sarkozy lui-même, et il n'a jamais mis un pied en prison. Servier, 2 de ses salariés étaient les conseillers à l'époque de Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé. Donc, enfin, ces gens-là, mais vraiment, on est dans la voyoucratie la plus basique. Le législateur travaille pour Big Pharma. Que ce soit dans les couloirs de l'Assemblée où on a les lobbyistes qui font le boulot, ou pire encore, dans l'exécutif, au ministère. Il y a tous les noms dans ce livre. Hein. J'ai mis les noms des 2 professeurs qui travaillaient. Vous n'avez pas été attaqué en justice? Rien du tout. Rien du tout. Malgré Pas la un gravité demi-procès. de ce que vous êtes en train de dire, ce que vous y avez dit. Mais c'était dans la presse officielle. D'accord. Je reprends les documents des enquêtes officielles, des livres qui ont été édités, qui ont été vendus dans le commerce classique, sauf que les gens ne tirent pas la conclusion qu'il y a à tirer de tout ça. C'est-à-dire, on va nous dire, oui, non, mais il faut bien qu'ils travaillent, ou et oui, mais par exemple, les professionnels du secteur vont vous dire, oui, mais moi je travaille pour 5 firmes différentes. Oui, ils vous payent cher quand même. Il n'y a pas un risque de conflit d'intérêt? Ah non, jamais, pas du tout. Mais il ne faut pas poser la question aux complices. C'est le législateur qui dit qu'il y a conflit d'intérêt, point, illégal. C'est tout. On ne va pas demander au type qui mange l'argent de Big Pharma si
il est achetable ou pas. Si la conclusion de la recherche, elle va être, alors qu'on le sait très bien, c'est encore une fois, ce qui caractérise cette modernité, c'est sa grossièreté. Sa grossièreté, vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas. Les gens, ils sont extrêmement médiocres. Voilà. Et ça, c'est divin. Hein. Ça, c'est divin. Rabbaniya, ça. C'est une bénédiction, une rahma rabbaniya. Pourquoi? C'est pour qu'on les voit. Parce que sinon, ça serait compliqué. Subtil, ça agit en plein jour. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, ce que vous décrivez est d'une gravité extrême. Nous en sommes tous plus ou moins conscients. Mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience. C'est la même de laquelle vous procédez vous-même. Oui. Mais cette prise de conscience, elle va aller où? Est-ce qu'il va y avoir une vraie réaction, un vrai militantisme? Ça veut dire aller au-delà de la simple dénonciation et du simple constat? En fait, c'est assez compliqué. C'est très compliqué. Parce que pour changer les choses dans une société, il faut des hommes debout, des hommes intelligents. Il faut sortir de ce schéma. En fait, il y a tout à refaire. Et personne n'est prêt à tout refaire. Personnellement, vous vous doutez bien, je suis musulman, je suis croyant, pratiquant, je vois le monde avec le prisme religieux, eschatologique. Je pense que cette humanité, elle est arrivée à bout. Vraiment, hein, on n'a jamais été aussi... On est arrivé au verset de Surat Tin, Asfala Safilin. On est là. OK ? Et après Asfala Safilin... Plus bas que les plus bas. Plus bas que les plus bas. On est encore plus bas que terre. Et on le voit. Hein, il suffit de voir, je sais pas, vous regardez à la télé, quand vous voyez un communiqué de l'Élysée avec 7 fautes d'orthographe... Excusez-moi, je vais vous interrompre. Est-ce qu'il faut vraiment voir ça à travers le prisme de la religion pour se rendre compte? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est impératif? Oui, totalement. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir la même perception des choses sans référer à la religion ni au commandement religieux? Parce que tout simplement, nos élites, elles sont religieuses. Quand vous voyez les francs-maçons qui travaillent dans le temple de Salomon et que tout ceci va dans l'objectif de la reconstruction du troisième temple après la destruction d'Al-Aqsa qui va déclencher une troisième guerre mondiale quand même assez sérieuse, il faudrait commencer à se poser les questions qui sont bonnes. C'est-à-dire on ne peut pas sortir du plan des autres. Même si vous ne croyez pas, c'est ce que je dis moi à mes lecteurs, vous êtes athée, il n'y a aucun problème, moi ça ne me dérange pas. Chacun il fait ce qu'il veut de sa vision du monde. Par contre, vous ne pouvez pas vous extraire de l'agenda politico-eschatologique de votre ennemi. Voilà, c'est ce que je dis par exemple aux Français qui m'écoutent, qui ne croient pas, ou qui sont chrétiens, ou qui sont bouddhistes, ou que sais-je. Je leur dis, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Jérusalem? Un athée, c'est louche quand même pour lui. Si j'ai rien à voir avec ce pays, c'est à 5000 km chez moi. Non, je ne suis pas prêt à mourir, c'est pas mon affaire. Moi, je suis chez moi, dans mon petit village, j'ai ma famille, je vis tranquille, je fais de mal à personne. Donc, mais néanmoins, les GI, les pauvres jeunes de 18-20 ans américains, on les envoie crever en Irak, ils n'ont rien demandé, ils ont menti surtout. Donc l'affaire est quand même sérieuse. Du coup, moi, je prends en considération ce que dit mon ennemi. Et c'est ce qu'il dit qui va décider de mes réactions, de mes analyses politiques, de mes analyses, etc. Donc, pour revenir à ce que je disais, l'école... En matière de réaction à cet état d'esprit, à cette situation. D'ailleurs, c'est comme ça que je finis le livre, hein, par cette phrase qui, quand même, je pense, résume tout, en attendant la providence. C'est-à-dire que sans réaction divine, je crois qu'on aura beaucoup de mal à sortir de ce carnage, parce que tout simplement, il y a trop de pourrissement. C'est-à-dire le peuple n'est plus capable de voir les choses. Je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Vous prenez le peuple maghrébin. Les peuples maghrébins, ils sont dominés intellectuellement par la France, l'Occident, l'Europe. Comme le disait Ibn Khaldoun d'ailleurs dans sa Muqaddima, on est, à partir du moment où on s'habille comme le vainqueur, qu'on mange comme le vainqueur, qu'on écoute la musique du vainqueur, etc., enfin, dans ce sens-là, on est colonisé dans sa tête, on a déjà perdu. Et c'est ce que Melk Ben Nabi explique très bien dans le complexe de colonisabilité. Pour moi, c'est primordial à comprendre. Donc à partir du moment où tout le système législatif, judiciaire, algérien, marocain, tunisien, est calqué sur celui qui est de l'Occident, après, vous avez l'Europe qui copie tout sur les États-Unis d'Amérique d'une façon assez servile et assez ridicule, parce que quand on sait que, je sais pas, l'Amérique, c'est quand même, il y a un siècle, c'était des cow-boys.
la France, ils ont quand même quelques millénaires de civilisation de très 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 haut niveau. Donc quand on voit un Français copier un Français, l'élite française, attention, je parle des élites, les énarques, etc. Hein, je ne parle pas du petit peuple, il copie servilement le modèle new-yorkais, c'est quand même assez... ça fait de la peine, franchement. C'est une culture dominante. C'est la culture dominante. Et quand vous avez tous ces peuples dont le seul rêve est d'avoir un iPhone, une voiture, un jean Levi's, des baskets Nike, on se demande qui va pouvoir réagir face à ce désordre. Qui va pouvoir réagir? Dieu merci, il ne faut pas tout un peuple pour qu'il se réveille. Il faut des locomotives. Ces locomotives, ce sont les élites. Il y a des gens qui arrivent au bon moment, avec les bons discours, et ça, c'est ça la providence. Donc on attend ce moment-là, on attend ce moment-là. C'est toujours pas le cas, parce que... Vous attendez un changement dans les mentalités et les attitudes? Vous attendez une intervention divine? Tout. Oui, tout, mais encore? On attend tout. Moi, je suis enfin, mon objectif, c'est d'informer les gens. Je leur impose rien. Je leur dis, voilà ce qui se passe. Attention, ne vous amusez pas avec ça. Je sais pas, par exemple, vous êtes bien chez vous, hein, vous êtes tranquillement, chez vous, en parfaite santé. Vous allez chez votre médecin faire une consultation de routine. Il va faire une petite analyse, il va vous dire, oulala, hystérectomie, il faut l'enlever. À la dame, il va lui dire, il faut vous enlever l'utérus. Pour des raisons totalement fallacieuses. Il n'y a rien à enlever, tout va bien, il a vu une petite fibrose, il lui a dit attention, on risque le cancer. Ça, c'est un documentaire qui vient de passer sur France 2, Élise Lucet, Cache Investigation. Elle est partie, lui a enlevé l'utérus, elle est paralysée, elle est en chaise roulante, pour rien. Tout ça parce que c'est facturé 2-3 000 euros. Et que le directeur commercial de l'hôpital, il a dit aux chirurgiens, les gars, attention, on est dans le rouge, il faut faire du chiffre. Donc le médecin, le chirurgien qui a juré, qui a prêté serment, il enlève, on dirait que c'est des voitures, quoi. Il a changé un pneu. Il enlève les utérus des dames, alors que c'est une chirurgie. C'est sérieux. Il peut toucher un nerf, hein, il peut faire une bêtise. La preuve, bêtise. Et après il refuse les caméras des journalistes parce qu'ils ont fait des bêtises. Donc là, la situation, elle est grave. Donc moi, je dis aux gens, faites très attention, parce que, voilà, par exemple, les scandales des vaccinations. Le scandale des vaccinations est très, très grave. Très, très grave. On est en train d'essayer de vacciner. Mais s'ils pouvaient, voilà. On va partir, on va pas traiter le sujet de fond. Est-ce que l'aluminium, le mercure, le formol, les OGM qu'il y a dans les vaccins, est-ce que c'est dangereux ou pas? On le laisse de côté. Moi, je vous le dis clairement, et c'est là où on comprend ce qui se passe avec Big Pharma. S'ils pouvaient vous piquer 1000 fois, toutes les semaines avec un truc, voilà, ils le feraient. Donc c'est quand même, c'est pas sérieux. Vous êtes un vivier qui rapporte. On est dans le fric. D'ailleurs, le DTP, le seul vaccin obligatoire en France, n'existe plus en tant que tel parce qu'il coûtait peu cher. Maintenant, ils ont arrêté sa fabrication, ils l'ont mis avec les hexavalents, les pentavalents, avec d'autres souches. Comme ça, ils le vendent à 80, 30, 50, 60 euros, etc. Qu'est-ce qui explique cette dynamique? Est-ce qu'il y a des gens derrière qui réfléchissent, qui pensent, qui ont des visions? Mais bien sûr. Et pourquoi lorsqu'ils meurent, ces gens-là, ça ne s'arrête pas, la machine ne s'arrête pas, elle continue de tourner? Parce que tout le monde mange. C'est le principe de la mafia. Ils font manger tout le monde. Et après, c'est terminé. Personne ne peut dénoncer l'autre. Il y a des comités. Vous savez ce qu'il y a de bien?